Dans l'éducation financière, un livre se distingue depuis plus de 20 ans, et ce livre est « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Toute personne qui veut vivre en dessous de ses moyens, investir intelligemment, maîtriser sa finance et préparer son avenir aurait probablement lu ce livre. C'est un fait que l'école ne nous enseigne pas l'éducation financière, mais nous éduque à devenir des employés au lieu de faire de nous des entrepreneurs ou des investisseurs. Nous allons à l'école pour obtenir un diplôme, nous obtenons un diplôme pour avoir un emploi, et nous recherchons un emploi pour avoir un salaire. Et à partir de là, la société nous vend des idées pour nous garder pauvres toute notre vie. On achète une maison pour y habiter et on croit que c'est un actif, que c'est un très bon achat, alors qu'en réalité, c'est l'un des plus grands mensonges racontés aux gens. On s'endette pour acheter une voiture, alors que chaque année, elle perd beaucoup de sa valeur. On achète quotidiennement des choses qui ne nous rendent absolument pas heureux. C'est un cycle qui se perpétue depuis des années, et c'est le piège qui garde la plupart des gens dans la pauvreté. Nos parents, nos professeurs à l'université, tout le monde nous encourage à être des employés, à essentiellement travailler pour le compte de quelqu'un d'autre toute notre vie. Depuis l'enfance, on nous encourage à ne pas prendre de risques, à faire ce que tout le monde fait, et justement, obtenir ce que tout le monde obtient. Nous sommes les 95% des gens qui consomment. Nous sommes les 95% des gens qui n'ont pas grand-chose. Les 95% des gens qui ne sont pas totalement libres. Les 95% qui se partagent 5% de la richesse. Robert Kiyosaki démonte ce mythe et donne des alternatives à toutes ces idées désuètes qui sont construites pour maintenir les gens dans la pauvreté. La pauvreté est d'abord un état d'esprit et Robert Kiyosaki a très tôt compris cela. L'histoire de Robert commence à partir d'un simple constat. Robert avait 9 ans et était inscrit dans une école où fréquentaient des enfants de parents riches. C'était un heureux hasard qui a fait que Robert est allé à la même école que ses enfants, puisque, le dit-il, si lui et son père avaient habité quelques rues à côté, il aurait été inscrit dans une autre école. Un jour, l'enfant qu'il était a demandé à son père biologique de lui apprendre comment devenir riche. Son père lui répond que pour devenir riche, il faut apprendre à faire de l'argent. Et papa, comment fait-on de l'argent? Là commençaient à se dessiner les limites de son père biologique en ce qui a trait à l'intelligence financière. Il ne savait pas quoi répondre à son fils. Robert et son meilleur ami, Mike, avaient interprété littéralement le sens de l'expression. Il faut apprendre à faire de l'argent. Il commençait à coller des pièces de plomb dans un moule pour en faire des pièces d'argent. Son père biologique avait un doctorat, mais était tout de même incapable de répondre à cette question. Il leur demanda d'arrêter et leur dit qu'il n'était pas celui à qui il devait poser la question de comment devenir riche. Il recommanda d'aller voir le père de Mike, qui jouera le rôle du père riche. À cette époque, le père riche n'était pas encore riche en tant que tel, mais avait quelques commerces et quelques biens en plus de l'état d'esprit d'un homme riche. Et c'est là où commencent les leçons que Robert Kiyosaki véhicule jusqu'aujourd'hui. Le père de Mike, qui est le père riche, ne voulait pas apprendre la richesse aux enfants par le biais de l'éducation traditionnelle. La première chose qu'il a faite pour qu'ils comprennent que les riches ne travaillent pas pour de l'argent, est qu'il les a embauchés à travailler pour lui sans leur payer un quelconque salaire significatif. Les enfants voulaient résister, mais il leur dit que c'est à prendre ou à laisser. Si vous voulez apprendre comment gagner de l'argent, vous me suivez, sinon ne me faites pas perdre mon temps. Les deux enfants commençaient alors à travailler tous les samedis pendant 3 heures du temps, en sacrifiant le temps qu'ils avaient avant pour se divertir. Durant la 4e semaine de son travail, Robert, qui ne voyait aucun intérêt à travailler pour un salaire insignifiant, et qui ne voyait non plus aucun enseignement sur comment apprendre à gagner de l'argent, décide naturellement d'abandonner. « J'en ai assez, il ne nous apprend rien !» Là, son ami Mike sourit. « Pourquoi tu souris, toi ? Parce que mon père m'a dit que cela arriverait et qu'il fallait aller le voir le jour où tu voudrais abandonner. » Pourquoi le père riche les embauchait sans leur payer quelconque salaire significatif? Pour leur faire comprendre que les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Ils mettent de l'argent à travailler pour eux. C'est la première leçon dans le livre Père riche, Père pauvre. Le résultat de cet enseignement, c'est que quelques jours après, Robert et son ami Mike avaient eu l'idée de créer un club de lecture, où les enfants de leur âge pouvaient venir lire des bandes dessinées. Ils ont ramassé des BD usés, les ont organisés dans le sous-sol du père de Mike, et embauché la petite sœur de Mike pour être la responsable. Là, les enfants de leur âge venaient lire des BD de leur choix, et la sœur de Mike veillait à ce qu'ils payent leur entrée. Les riches ne travaillaient pas pour de l'argent. L'argent travaillait pour eux. Robert et Mike continuaient leurs leçons avec le père, pendant que leur club de lecture leur faisait gagner de l'argent sans leur présence. Il faut bien croire qu'ils ont assimilé la première leçon. Ensuite, ils devaient apprendre à éviter la plus grande erreur de leur vie en achetant des actifs et non pas des passifs.
C'est l'une des meilleures distinctions qui, si elle n'est pas comprise, pourrait ruiner la vie de beaucoup de gens. Parce que la plupart des gens croient qu'ils ont un actif, alors qu'en réalité, ce qu'ils ont est un passif. Pour comprendre de la manière la plus simple, il faut savoir qu'un actif, c'est l'équivalent de tout ce qui fait entrer de l'argent dans votre portefeuille. Un passif, au contraire, c'est ce qui fait sortir de l'argent de votre portefeuille. Il dit que ce qu'il faut retenir ici est que si vous voulez devenir riche, n'achetez que des actifs. Il dessine un schéma qui symbolise la trajectoire de la richesse. Un actif suit ce genre de cycle et va dans le portefeuille revenus. Le passif, quant à lui, va dans le portefeuille dépenses. Il fait la remarque suivante. Les gens qui sont dans la pauvreté achètent par exemple une voiture pour un usage personnel qui est un passif. Cet achat va dans le portefeuille dépenses parce qu'il faut inclure tous les frais liés à la voiture, les frais d'entretien, l'assurance, le financement et le caractère dégressif de la voiture parce que chaque année, la voiture perd en valeur. En gros, cet achat ne rapporte rien en revenus. Les gens pauvres achètent aussi une maison qui croient à tort être un actif, alors que Robert estime qu'acheter une maison pour y habiter est un passif. Justement à cause de l'argent que ça vous enlève tous les mois. Il y a les frais d'entretien, l'assurance, l'hypothèque, les taxes. Et le pire est que, si vous êtes un employé et que vous achetez une maison pour y habiter, tout votre travail et tous vos efforts se concentrent dans les 3 scénarios suivants. Premièrement, vous travaillez pour quelqu'un, votre employeur. Deuxièmement, vous travaillez pour le gouvernement en payant les taxes et les impôts. Troisièmement, vous travaillez pour la banque pour rembourser votre crédit. Pour Robert, c'est la principale raison pour laquelle les gens sont dans la pauvreté, parce qu'ils accumulent beaucoup de passifs. Ces mêmes gens croient aussi qu'en ayant un bon salaire avec une promotion, ils seront libres. Mais la réalité est que quand leurs revenus augmentent, leurs dépenses augmentent proportionnellement. Sans actifs, les revenus tirés du salaire s'acheminent dans les dépenses mensuelles à la fin du mois. Ils se retrouvent avec peu, donc il faut attendre le mois prochain et ainsi de suite. Robert compare cette situation à celle d'un hamster dans sa cage, qui tourne en rond en croyant qu'il va quelque part. Mais quand viendra demain matin, il sera toujours dans sa cage. Alors que les riches, de leur côté, ont un schéma totalement différent. Ils commencent par remplir la case des actifs. Ils achètent par exemple des maisons pour les louer, ce qui leur génère des revenus tous les mois dans le portefeuille revenus. Ils achètent encore des actions qui leur génèrent des dividendes ou encore achètent et vendent des biens avec une plus-value. Et voici la conséquence. Plus ils accumulent des actifs, plus leur liberté financière est garantie. L'actif, c'est ce qui vous fait rentrer de l'argent dans votre portefeuille. Le passif, c'est ce qui fait sortir de l'argent de votre portefeuille. Distinguez l'un de l'autre et achetez des actifs et non pas des passifs. La troisième leçon, c'est un peu une conséquence des deux premières. C'est le cash flow ou l'art de générer plus d'argent avec de l'argent. Robert Kiyosaki considère chaque centime qu'il dispose comme un soldat ou un employé qui doit rapporter encore plus d'argent. Chaque revenu qu'il tire de sa colonne d'actifs doit être réinvesti pour générer plus d'actifs qui généreraient encore plus de revenus et ainsi de suite. C'est un flot de cash suivant un cycle précis et vous atteignez votre liberté financière lorsque vos revenus mensuels provenant de vos actifs sont supérieurs à vos dépenses et ensuite, vous réinvestissez ce qu'il vous reste après vos dépenses dans la colonne d'actifs. Et vous devez absolument connaître tous les avantages fiscaux de votre pays. Le savoir est une arme et Robert Kiyosaki en a fait usage pour s'enrichir encore plus. Par exemple, lui, Donald Trump et beaucoup d'autres multimillionnaires et milliardaires ne payent pas d'impôts et ils en sont fiers parce qu'ils le font légalement. C'est pourquoi il insiste tant sur le fait que l'école doit nous apprendre des choses sur les taxes et les impôts. Le véhicule principal pour ne pas payer d'impôts est l'immobilier locatif, comme outil d'investissement. En réalité, si vous achetez un bien immobilier pour le louer, vous pouvez déduire de votre impôt, de votre revenu imposable, beaucoup de frais. Par exemple, les frais liés à l'entretien, les taxes foncières hypothécaires, les frais de réparation, etc. Conséquence, pour les millionnaires, cela réduit énormément la charge fiscale et les aide à faire beaucoup d'économies. Un autre moyen de ne pas payer d'impôts sur ces investissements est d'ouvrir un compte d'impôt différé comme le plan d'épargne retraite populaire. Imaginons que vous investissez 50 € par mois et que vous gagnez un rendement de 6% tous les ans. Après 30 ans, vous avez 50 000 €. Si cet investissement est imposé, le gouvernement réduit tous les ans vos rendements. Si vous ouvrez un compte d'impôt différé et que vous ne touchez pas cet argent, aucun impôt ne vous sera prélevé.
Vous ne payez aucun impôt jusqu'à ce que vous retiriez cet argent de votre compte d'impôt différé. Aussi, si vous êtes entrepreneur, vous pouvez également bénéficier de nombreuses autres déductions fiscales pour les entreprises. Si vous dirigez une entreprise, vous pouvez réduire de nombreux frais tels que les frais de bureau, l'achat d'une voiture pour le compte de l'entreprise, les salaires des employés, les frais de voyage, etc. Les pauvres travaillent pour de l'argent. La classe moyenne économise de l'argent. Et les riches empruntent de l'argent. C'est là toute la différence. Les pauvres, tous les jours, se lèvent à 6 heures, se préparent pour aller travailler de 9 heures à 18 heures pour le compte d'une autre personne. Ils travaillent donc essentiellement pour de l'argent. La classe moyenne a une approche un peu similaire. Elle gagne assez d'argent, paye beaucoup d'impôts et investit ce qui reste dans un fonds pour s'assurer une retraite. Elle n'est pas autonome. Elle dépend de quelqu'un d'autre, que ce soit le gouvernement ou d'autres fonds d'investissement pour assurer leur train de vie. Ce qui n'est pas le cas des personnes riches. Les personnes riches adoptent un tout autre cheminement. Ils s'endettent à hauteur de millions et des milliards pour certains, pour financer des projets capables de générer de l'argent tous les mois. Que ça soit dans l'immobilier ou dans une autre classe d'actifs, ils prennent de l'argent de la banque. La classe moyenne économise son argent à la banque. C'est un coût pour la banque de garder cet argent dans ses coffres. Puisqu'elle ne peut les investir d'elle-même, elle va les emprunter. Les rares fois où les gens pauvres s'endettent, c'est pour acheter des choses, des passifs, des choses de consommation telles qu'une maison pour y habiter, une voiture neuve pour faire les courses alors qu'ils n'en ont pas besoin, ou se payer des vacances pour impressionner les autres. Il faut à tout prix éviter l'usage excessif de la dette pour acheter des biens de consommation. Parce que ces achats ne génèrent pas de revenus ou de cash tous les mois. En plus, le remboursement de ce genre de dette peut être un fardeau financier qui pourrait vous empêcher d'investir dans des actifs qui peuvent vous aider à devenir riche. C'est la pire façon de s'endetter, parce que la dette peut certainement être un outil très puissant pour se créer une richesse considérable si elle est utilisée de la bonne manière. Voici comment. L'exemple le plus courant est l'utilisation de la dette pour s'acheter des biens immobiliers que l'on mettrait en location et qui vont générer tous les mois un flux de trésorerie positif. Robert Kiyosaki a acheté l'équivalent de plus de 4000 biens immobiliers qui lui génèrent des millions de dollars tous les mois. Il est aujourd'hui endetté à plus de 700 millions de dollars. Mais c'est une bonne dette parce que cette dette lui a permis de réaliser ses investissements qui génèrent tous les mois une somme considérable. Si vous faites un prêt immobilier pour acheter un bien immobilier locatif, vous pouvez utiliser les loyers générés tous les mois pour rembourser le prêt et en même temps générer un cash flow positif. Il faut à tout prix continuer d'éduquer et continuer de prendre des risques. La plupart des gens ont peur de prendre des risques parce qu'ils ont peur d'échouer. Et ce parce que l'école, les parents, la société apprend dès l'enfance qu'il ne faut pas prendre de risques et qu'il n'est pas bien d'échouer. Mais en réalité, il n'y a pas une meilleure manière d'apprendre que par l'expérience. Et l'expérience suppose une prise de risque. Et la prise de risque entraîne parfois des échecs. Rien de ce qui est dit dans cette vidéo n'est enseigné à l'école. C'est pourquoi apprendre est la première étape pour devenir riche. Robert Kiyosaki estime que l'éducation financière est la clé pour devenir riche, parce qu'elle vous donne les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer efficacement votre argent et investir dans des choses, dans des actifs qui vont vous générer des revenus. Les entrepreneurs et les investisseurs qui sont aujourd'hui des millionnaires ou milliardaires, ceux qui ont bien réussi, ont pris des risques afin d'avoir des rendements élevés. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. En même temps, il ne faut pas prendre des risques démesurés. Il faut calculer ces risques. La prise de risque ne doit pas être imprudente ou aveugle. Elle doit être stratégique et bien réfléchie. Pour Robert, il faut continuer à apprendre et développer votre intelligence financière. Il lui arrivait un jour de trouver un immeuble à vendre pour 1 million et qu'il n'avait pas l'argent pour l'acheter, mais savait que l'immeuble pourrait se revendre 2 millions et plus. Il fait au vendeur un apport de 100 000 $. On va trouver quelqu'un intéressé par le bien, qui lui fait payer ses 100 000 $, plus une commission de 40 000 $. Deuxièmement, il a appris que l'intelligence financière permet aux riches d'emprunter, par exemple, leurs dépenses personnelles sur les dépenses de leur entreprise, et non pas comme des dépenses personnelles, ce qui leur permet de payer moins d'impôts. Ces exemples symbolisent pour lui l'intelligence financière, qui est la synergie de la comptabilité, de l'investissement, de la loi et du marketing. Comprendre la loi, c'est comprendre comment fonctionne la réglementation sur l'impôt, les taxes de son pays. Comprendre le marketing, c'est comprendre comment pouvoir vendre une idée, un potentiel. L'investissement, c'est différencier les actifs des passifs et acheter des actifs,
dégager une marge brute d'autofinancement, dépenser et réinvestir la différence dans encore plus d'actifs. Voilà ce qu'on peut retenir de Père riche, Père pauvre. J'espère que cette vidéo a été d'une quelconque utilité.